Mais il y a encore un autre cycle qui se termine, c'est le cycle de l'occidentalisation qui a commencé, à la Renaissance avec ce qu'on a appelé entre guillemets «les grandes découvertes», les grandes explorations et cetera et période qui a vu pendant, des siècles les occidentaux coloniser, dominer et cetera. Là, on voit bien qu'on est en phase, et c'est une bonne nouvelle, de ce point de vue de désoccidentalisation dans la mesure où cette domination, est contestée et on voit apparaître d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres peut-être pôles, pour reprendre l'expression qu'on évoquait, tout à l'heure, pour rééquilibrer, le monde et malheureusement, on n'a pas l'impression que les occidentaux abordent cette période de désoccidentalisation avec beaucoup de sérénité et que même c'est plutôt la panique à bord et qu'au lieu de considérer: «Bah, c'est l'histoire, ça fait 500 ans, qu'on fait la pluie et le beau temps, il serait peut-être temps de passer la main à d'autres personnes», ce qui ne veut pas dire qu'on va disparaître, ce qui ne veut pas dire qu'on va être effacé de l'histoire, mais simplement qu'on va, se partager la scène mondiale, et donc si les occidentaux font pas eux-mêmes les gestes qui montrent qu'intelligemment, ils ont compris que voilà, on était en train de changer d'époque et que c'est pour le bien de tout le monde, eh bien on peut être contraint de passer, dans la phase de désoccidentalisation par la manière brutale, ce qui n'est de l'intérêt de personne. Enfin bon, les derniers discours de Macron aux Africains n'ont pas montré qu'on était tout à fait sur cette optique-là, on est bien d'accord, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Emmanuel Todd ici, parle régulièrement de nihilisme, en fait, quelque chose, on ne comprend même plus ce qui se passe. Pourquoi on se tire des balles partout sans raison, dans le pied? Il y a un point, que vous avez abordé tout à l'heure, un peu rapidement, j'aimerais qu'on l'approfondisse parce qu'il me semble vraiment important, c'est le fait qu'il y a eu des tentatives, finalement d'élargir le droit, de le tordre, pour correspondre à des agendas géopolitiques douteux. Je pense par exemple, vous l'avez dit, à la responsabilité de protéger, mais aussi soi-disant à l'ordre fondé sur les règles, enfin celles qui nous arrangent, hein, bien entendu. D'où ça sort et pourquoi est-ce que c'est un problème? On a effectivement, des cas, typiques, récurrents, permanents, de règles du droit qui sont violées, ça c'est un grand classique. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a, d'une part des gens qui nous disent que ces règles, n'ont pas d'importance. Par exemple les Américains, quand ils vont en Irak ou quand, les Russes agressent, l'Ukraine ou ils vont à et au-delà de ça, au-delà du fait de dire: «Ça n'a pas d'importance», ils vont inventer des règles de rechange, des principes de rechange, pour évidemment, justifier leur action. Et récemment, par exemple, on a vu émerger une expression qui, a priori, est complètement innocente, mais qui, en réalité, est inquiétante et dangereuse. C'est la notion d'ordre international fondé sur des règles. Alors évidemment, tout le monde est pour les règles, sauf que cette expression ordre international fondé sur des règles, qui a été imaginée par les États-Unis, chronologiquement, Qui c'est en respectent toujours les règles, hein, ça on sait voilà, bien c'est ça. ça. Ça c'est le beau pays où on dit ça va être fait vraiment, mais alors vraiment, honnêtement, hein. C'est exactement ça le problème, c'est qu'on s'aperçoit que l'ordre international fondé sur des règles, c'est en fait un ordre sans règles et complètement à la tête du client, où en fait, les États, puissants et là en l'occurrence les États-Unis, et les occidentaux font leur marché dans les règles, qui les intéressent, en maintenant un flou, savant pour éviter d'avoir à préciser exactement de quoi ils parlent et éventuellement avoir à rendre compte d'éventuelles contradictions et c'est un problème, pour répondre à votre question, parce que cette expression ordre international fondé sur des règles se substitue à des expressions qui, elles, sont balisées, connues et définies comme droit international, charte de l'ONU, et qui par ailleurs font l'objet de traités qui sont écrits, donc auxquels on peut se référer, avec des tribunaux comme la Cour internationale de justice qui vont les interpréter, les sanctionner, etc. Donc un cadre qui est non seulement précis mais accepté par tous puisque les États ont signé. L'ordre international fondé sur des règles, personne ne sait ce que c'est, et donc ça permet un petit peu à ceux qui le brandissent d'exclure, les pays, qui les ennuient de la sphère, des pays, admissibles ou des gens, qu'on aime bien et finalement, la gueule enfarinée comme on disait à une autre époque, faire avancer ses propres pions et dans un cas, qui m'amuse, enfin qui me fait rire jaune, c'est quand les États-Unis reprochent à la Chine, de ne pas respecter un ordre international, fondé, sur des règles à cause de ce qui se passe en mer de Chine. Alors certes, la Chine est en train un petit peu d'organiser, entre guillemets, ce qui se passe en mer de Chine, mais les États-Unis n'ont pas signé la convention sur le droit de la mer. Les États-Unis n'ont signé que 4 des grands traités sur 16 qui protègent les droits de l'homme. Donc quand ils disent qu'ils défendent un ordre fondé sur des règles, de quoi parlent-ils exactement? Donc l'autre, danger de ces substitutions d'expressions, de ces nouvelles expressions comme ordre international fondé sur des règles, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle. La confusion règne et donc il peut se passer absolument n'importe quoi, y compris, des recours à la force ou à la guerre dans des cas absolument, imprévus et particulièrement brutaux. On a perdu, l'habitude de discuter, on a perdu le savoir-faire, diplomatique. On est, dirigé par des gens qui n'ont aucune culture historique,
ne connaissent pas la géographie, qui ne se fixent comme repère que des visions caricaturales, manichéennes, le bien contre le mal, et qui sont donc absolument incapables de mesurer finement les conflits, de les voir arriver, de les traiter. Et ça, il faut absolument qu'on l'affronte, parce que c'est le germe de toutes les guerres, c'est le germe de tous les blocages. Et malheureusement, dans ce qu'on voit aujourd'hui, parmi les plus bloqués et ceux qui donnent le moins de signes d'avoir compris qu'il fallait se remettre à penser, à faire de la politique au sens noble du terme, figurent les Européens. C'est-à-dire qu'ils restent crispés sur des visions simplistes du monde, alors qu'il faudrait être plus ouvert, regarder les choses dans le temps long, sans abandonner bien sûr nos principes et nos règles, mais mettre les choses en perspective, ouvrir le cadre, parce que sinon on va continuer à enquister des crises et peut-être les faire dégénérer. Pour finir sur ce sujet israélien, ils se sont aussi, comme si ça ne suffisait pas, mais ont attaqué aussi une institution internationale, l'UNRWA, donc l'association, enfin, pardon, l'organisation de l'ONU qui s'occupe justement des réfugiés palestiniens depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces attaques extrêmement violentes contre cette institution? Là aussi, c'est sans précédent qu'un État membre de l'ONU, qui par ailleurs a été créé par l'ONU, n'en déplaise à certains, remette à ce point en cause un organisme créé par l'ONU et en plus créé dans le cadre de la naissance de l'État d'Israël pour s'occuper des réfugiés. Bon, c'est absolument sans précédent. Et les attaques, on avait eu des attaques frontales contre l'ONU, par exemple. Le colonel Kadhafi était venu à la tribune de l'ONU, il avait déchiré la charte, je ne sais plus à quel moment. Donc on avait déjà eu des trucs un peu théâtraux, si j'ose dire. Mais là, on a quelque chose de frontal et de concret par un État puissant, puisqu'Israël est un État puissant militairement, économiquement, entre autres. Et il est absolument impossible que le système multilatéral puisse se rétablir maintenant si cette question n'est pas traitée. Là, les Occidentaux, et en particulier les Européens, qui se vantent d'être les meilleurs amis de l'État de droit, du système multilatéral, ne peuvent pas ne pas voir que ne pas s'occuper, riposter, sanctionner, dire son fait à Israël et l'obliger à respecter les ordonnances de la Cour internationale de justice, ça creuse la tombe. C'est l'un des plus graves dangers qui pèsent sur le système multilatéral. Et la question que je me pose, c'est est-ce que si les Européens sont incapables de ramener, d'appliquer le droit qu'ils ont eux-mêmes créé, dont ils vantent sans arrêt les mérites, est-ce que l'espoir ne peut pas venir des pays du Sud? Je trouve très intéressante la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice sur le fondement de la Convention sur la prévention et la prévention du crime de génocide. Je crois que c'est la première fois qu'un État du Sud, africain en particulier, attaque un allié des Occidentaux, même un pays qui se revendique comme occidental, sur le fondement d'une convention de la nature de celle-là sur les droits de l'homme. Et compte tenu de la coalition d'États qui se joignent à l'Afrique du Sud, des mouvements que ça crée dans les universités africaines, dans les revues, chez les intellectuels du monde entier, est-ce que, quelque part, on ne peut pas entrevoir un scénario où le système multilatéral, finalement abandonné ou qui n'est pas soutenu par ceux qui devraient le soutenir, est finalement sauvé par les pays du Sud. Bon, c'est peut-être un scénario utopiste, mais on ne sait jamais parce que la plainte de l'Afrique du Sud est vraiment suivie dans les pays du Sud et elle est devenue un emblème. Un emblème de l'idée que le droit le droit international n'est pas qu'un droit occidental et que l'Afrique du Sud se fait la championne de valeurs qui sont vraiment universelles, notamment celle que génocide, ça doit s'arrêter dès les premiers signes. Il n'y a quand même pas les États du Sud qui vont croire ce qu'on dit et qui vont essayer de nous appliquer à nous les règles qu'on essaie de leur imposer à eux quand même. Ce serait scandaleux ce truc-là. C'était pas prévu et voilà, c'est peut-être. Mais pourquoi pas, ça serait comme disait comme disait Hegel, la ruse de la raison. Peut-être que voilà. En tout cas, on est dans une phase où ce droit qui a été très occidental est quand même de plus en plus approprié par les pays du Sud. A contrario, peut-être c'est plus inquiétant. Je reviens une dernière fois sur le gouvernement voyou israélien qui a vraiment maintenant traité la Cour pénale internationale et l'ONU d'antisémites publiquement, de nombreuses reprises. Je veux dire, quand on en est là, est-ce qu'il n'y a pas des signes aussi, peut-être, d'un début de fin de l'ONU? On est dans une zone d'entre-deux. Il y a effectivement des États des intellectuels, des gens qui laissent entendre que finalement, si l'ONU disparaissait, ce serait pas très grave. Il y en a même qui pronostiquent la mort de l'ONU. C'est un scénario possible, il ne faut pas se le cacher. Les organisations internationales ne sont pas éternelles.
elles vivent, elles meurent. Et encore une fois, étant des organisations intergouvernementales, si les États ne les investissent pas et ne s'en servent pas, bah, par définition, elles vont se vider et disparaître. Mais